on va justement démarrer cette première table ronde. Je vais inviter Eric à rester avec nous, évidemment, comme ça il pourra échanger également avec les intervenants. Le premier thème de ce défi est repenser le process logistique et omnicanal. Je vais demander bien sûr aux intervenants de la première table ronde de venir me rejoindre et de venir s'installer ici derrière moi et pour pouvoir évidemment commencer ces premiers échanges. Avant de démarrer, on aime bien évidemment connaître un petit peu la diversité de l'assistance qui est avec nous. Je vous l'ai dit au début, on est dans un lieu qui est plutôt, qui est même extrêmement bienveillant et on est extrêmement bien accueillis. Et le but du jeu, c'est évidemment, vous savez, quand on fait ce genre de conférence, c'est toujours un double objectif. Le premier objectif, c'est de répondre. Si vous êtes venu, c'est que vous aviez quand même quelque chose en tête, d'apprendre des choses. Et donc, on a envie de répondre à ça, à ce que vous êtes venu chercher au cours de la matinée. Et puis, on est allé nous chercher, on pense, des intervenants qui ont des choses à dire. Et donc, évidemment, c'est de faire cette rencontre-là entre vous et eux et que vous puissiez vous enrichir des uns des autres. C'est vraiment l'objectif de ce type de journée. On a voulu rendre ça le plus concret possible, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a notre expert qui va avoir un peu de recul, mais à chaque fois, on a ici des hommes et des femmes tout à l'heure, parce que là, on n'est que des hommes, là. Pour le coup, on n'a pas la parité là, mais qui à chaque fois vivent vraiment cette innovation. Pour eux, c'est une réalité et c'est leur quotidien. Alors, j'aimerais savoir un peu ce qu'on a un peu comme assistance. Alors, je vais vous demander de jouer le jeu de la main levée. Levez la main ceux qui sont vraiment issus du privé de l'entreprise, qui représentent des entreprises, distribution, logistique, etc. On a les professionnels avec nous. Vous représentez à peu près la moitié de la salle, je dirais un petit peu moins de la moitié. Très bien. Les formateurs, les organismes de formation. Très bien, on va dire voilà, vous êtes bien aussi, hein, on va dire un bon 33% aussi. Les structures d'accompagnement, de développement économique par exemple, merci beaucoup. Les institutionnels, voilà, super. Des universitaires, chercheurs universitaires liés à l'éducation. Super, c'est pas très nombreux, mais merci d'être là, hein, justement, c'est important. Vous savez qu'il y a un volet formation. Est-ce qu'il y a une catégorie que je n'ai pas citée éventuellement? Non? Oui, là-bas? Oui, les branches, oui, les représentations de branches. Hein, allez-y, vous êtes plusieurs. Levez la main, ceux qui représentent les branches, évidemment. Merci beaucoup. Évidemment, section ô combien importante. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, profils que on n'a pas invité? Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment, vous savez qu'on organise ces défis. À chaque fois, on invite à peu près des personnes de tous ces horizons, ce qui représente ce qu'on appelle l'écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près la moitié de professionnels. Donc, et beaucoup d'organismes de formation. On voit que c'est un sujet qui porte vraiment la logistique, le commerce et la distribution. Alors, je vous propose de faire connaissance avec nos intervenants à la première table ronde. C'est pas facile parce qu'ils ont la charge de démarrer, entre autres. Je vous propose de faire un premier tour, juste d'expliquer votre structure. Et en tout premier lieu avec Mathieu Charand. Alors, expliquez-nous, vous représentez quel établissement, quelle structure? Quelle est votre fonction? Alors, donc je représente, j'ai la chance de travailler pour Pickwick, donc les magasins de jouets. Je devrais même pas le présenter comme magasin de jouets, puisque maintenant on travaille pour transformer les magasins de jouets en des magasins pour jouer. Donc c'est plus des magasins pour jouer plutôt que des magasins de jouets. Et j'ai la chance en fait de diriger le réseau, donc l'exploitation des magasins, et de m'occuper du digital et de l'expansion. Et puis on a des défis vraiment importants qui nous attendent, puisqu'on a eu la chance de pouvoir récupérer en fait le périmètre Toys R Us, pour lequel nous travaillons énormément en ce moment, notamment sur le territoire français, quoi. Alors on va découvrir tout cela ensemble d'ici quelques petits instants. Sur votre gauche, Rémi Langagne, expliquez-moi évidemment votre structure en quelques mots. Hein, quelques mots. Bonjour à tous, donc Rémi, j'ai cofondé la société il y a 5 ans, on est basé à Eura Technologies et on est un acteur qui travaille sur le dernier kilomètre, où on vient proposer d'industrialiser une livraison sur mesure, donc soit sous 2 heures, soit sur rendez-vous. Des rendez-vous d'1 heure, 2 heures, le jour même ou les jours suivants, pour un achat qui va se faire en ligne ou en sortie de caisse d'un magasin. Aujourd'hui, on travaille principalement avec la grande distribution et des retailers. Voilà, alors je rappelle le nom de la société, c'est Colliweb, hein, parce que c'est important aussi, hein, évidemment. Et sur votre gauche, vous avez Frédéric Weber, merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant belge qu'on a salué au tout départ, c'est ô combien sympathique. Expliquez en quelques mots votre structure et votre fonction. Alors en quelques mots, Transitic, on est une société bien française, hein, donc soyez rassurés. On est situé sur l'Équin, sur l'aéroport de Lille. Ça fait 21 ans qu'on est dans le CRT, dans la région, donc on connaît bien. Et on est une entreprise familiale, donc on a commencé avec un petit bureau et on s'est converti tout au long de ces 25 dernières années d'une entreprise
qui fabriquait des systèmes, on fabrique toujours aujourd'hui, à intégrateurs. On a acquis après une société dans l'automatisme et le pilotage industriel. Et aujourd'hui, on est même éditeur de logiciels, notamment dans la partie intralogistique, le côté connectivité, le côté prédictivité des flux intralogistiques. Donc, mais j'en parlerai plutôt plus en détail par la suite. Avec le plus grand des plaisirs. Merci Tout à bien fait. sûr d'être avec nous. Alors je vous propose on va démarrer avec Mathieu Charan de Pickwick. Alors sur la forme de nos échanges, on va exposer un peu chacun quelle est l'innovation, votre démarche. Mais vous pouvez évidemment échanger si vous pensez que vous pouvez augmenter le propos de chacun, si c'est une vraie table ronde. Et pareil vis-à-vis de vous, si vous pensez, vous avez une question en tête, vous avez envie d'approfondir, profitez-en. N'attendez pas le cocktail qui vient après. Le but du jeu, c'est d'enrichir. Si vous posez la question, c'est probablement que vous n'êtes pas tout seul. Et le but du jeu, c'est de créer cet échange entre nous. Alors, vous avez eu Eric en tant qu'expert de l'innovation au téléphone pour préparer cette journée. Et il y a quelque chose qu'il m'a dit je trouvais ça intéressant. Et il dit, je suis tombé sur une personnalité qui, sans aucun doute, insuffle l'innovation chez Pickwick. Pour vous, c'est quelque chose d'important d'intégrer en culture d'entreprise l'innovation? En fait, c'est très important à plusieurs titres. Déjà parce que en fait, le secteur du jouet est un secteur très traditionnel, c'est-à-dire que dans le panorama de la distribution, le jouet apparaît comme certainement un des secteurs les plus traditionnels, autant sur la partie négociation que sur la partie adressage client, que sur la partie fonctionnement. Et notre défi aujourd'hui, au-delà en fait de tout ce qu'on peut vivre en tant que chamboulement sur la distribution, la grande distribution, c'est de finalement partir d'un retard constaté très fort à essayer de prendre de l'avance. Et donc on a lancé plusieurs démarches au sein de Pickwick. La première, c'est déjà de transformer nos magasins et de se dire que finalement, la distribution comme on le faisait, de mettre des boîtes sur des tablettes, c'est fini. Et il y a des gens qui savent vraiment mieux faire que nous, qui ont plus d'assortiments. Si on regarde ne serait-ce que sur Amazon, ils ont plus de 300 millions de références juste sur le territoire français. Donc de toute façon, en fait, ne serait-ce que sur le jouet, on n'arrivera jamais à avoir autant de produits qu'eux. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que nos clients n'y ont pas intérêt directement d'avoir dans un magasin 80 000, 100 000 références de jouets. Donc c'était comment est-ce qu'on opère les choix, comment est-ce qu'on finalement on met de l'expérience et on change les parcours, et que finalement la raison de venue dans un magasin Pickwick, c'est certes qu'il y ait des jouets ou du loisir créatif ou des activités créatives, mais c'est aussi qu'on y vit quelque chose, qu'on y apprend quelque chose et qu'il y a des ateliers, des animations qui viennent servir cela. Et ça, dans la distribution, même si l'expérience, on entend parler un petit peu partout, nous, on l'a lancé déjà depuis plusieurs années, notamment avec les ateliers qu'on fait, les animations qu'on fait de manière très régulière. Mais au-delà de ça, il y a certainement toute une partie digitalisation. Alors c'est un petit peu la tarte à la crème dans la distribution, c'est-à-dire qu'on en met à toutes les sauces. Nous, la digitalisation, elle doit servir les enfants et les parents. Elle doit être utile au quotidien pour délivrer. Et cette dimension commerce est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas multiplier les écrans parce que ça fait joli, on ne va pas multiplier les initiatives à partir du moment où ça ne se transforme pas et ce n'est pas au service du commerce. Et donc ça, c'est la première brique et c'est tout ce qu'on insuffle en fait dans l'entreprise. Et après, en termes d'innovation, pour le rendre vraiment matérialisable par les collaborateurs, parce que ça vient principalement des collaborateurs, et pas que des acheteurs, et pas que de l'équipe achat. On a lancé une démarche qui s'appelle Capinov, et que j'ai la chance de piloter chez Pickwick, et qui a pour volonté que chaque collaborateur s'exprime sur des idées innovantes et puisse à terme les développer. C'est-à-dire que c'est une sorte de concours interne dans lequel chaque collaborateur, en tout cas tous ceux qui le souhaitent, propose des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles technos à inclure en fait dans nos systèmes, parce que ça peut être lié au commerce, mais ça peut être aussi lié à la supply, ça peut être lié à la DAF, ça peut être lié au RH, mais c'est souvent très commerçant. Et derrière, il y a une élection qui est faite avec un premier tour, et puis ensuite une élection qui se termine avec une partie client, une partie ensemble des collaborateurs, et ensuite il y a des budgets pour développer ces produits, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous intégrez les collaborateurs, c'est-à-dire vous faites remonter ces idées-là qui sont réellement vos acteurs de terrain, vous intégrez aussi les clients. Comment vous choisissez votre collège de clients pour participer à cela? Alors en fait, on a une démarche qui s'appelle Cali Customer, avec un partenaire avec lequel on travaille, qui a pour but en fait
de recueillir après achat les impressions des clients. Donc, pour d'une part définir et obtenir un NPS, donc un Net Promotion Score, qui permet finalement de dire voilà, est-ce que mon magasin il est en face des attentes et il est vraiment correspondant aux attentes des clients, et d'avoir ce qu'ils veulent exprimer. Et on a la chance, étant donné généralement la distribution, communiquer avec les clients, c'est pas toujours très simple. Et nous, on a un secteur qui est extrêmement positif. Les clients adorent Pickwick. On a un score de promotion net qui est très élevé. Et donc les clients s'expriment très très facilement. Et en fonction en fait, de leur expression, de leur sensibilité, en fait, on les recontacte directement. Alors, est-ce qu'on peut imaginer donner une idée concrète qui a été relevée par ce dispositif Capinov, ce challenge interne avec les clients, et puis une application concrète qui a déjà été réalisée? Alors en fait, il y en a deux, et puis donc il y en a certaines qui sont en cours aujourd'hui, parce que finalement la première fois on s'est dit, en fait il y a 3 bonnes idées, ça serait quand même trop bête d'en faire qu'une et de mettre de côté les 2 autres, quoi. Donc on a développé les 3, donc il y en a une qui est en cours et 2 qui ont trouvé une matérialité dans les magasins. La première, c'est la géolocalisation des produits en magasin, parce que étant donné qu'on a une fréquence de visite dans nos magasins qui est courte, c'est-à-dire que dans un magasin alimentaire on y va toutes les semaines, au pire tous les mois, donc c'est au moins 12 fois dans l'année. Nous, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On y va 2 à 4 fois maximum par an. Donc les clients ne connaissent pas du tout nos magasins, ne savent pas où sont les produits. Et donc on a mis en place sur le magasin de Villeneuve d'Ascq une bande de géolocalisation. Vous avez juste à taper le nom du produit et il y a un plan qui apparaît avec le cheminement et vous retrouvez le produit là où il est, quoi. Donc ça, c'est une première matérialisation qui est très très utilisée par les clients. Et la deuxième, c'est l'extension de gamme. C'est-à-dire qu'on a des magasins et dans lesquels on a des critères économiques de rotation assez serrés, et on voudrait tout avoir, sauf que ce n'est pas possible de les avoir partout dans tous les magasins, ne serait-ce que par la contrainte de surface qu'on va avoir d'un site à l'autre, parce qu'on a des sites qui vont de 800 à 4000 m². Et donc en fait, on a créé une bande qui vient augmenter considérablement le niveau de gamme de tous les magasins, et qui commence à enregistrer. On l'a testé depuis la dernière semaine de décembre l'année dernière. Et puis donc là, on commence à l'avoir déployé sur 7 magasins. Et ces 7 magasins enregistrent des performances très satisfaisantes, notamment ces dernières semaines, quoi. Donc c'est une vraie réussite. Vous avez cité plusieurs fois le magasin de Villeneuve d'Ascq. C'est un peu votre magasin référence pour tester vos Alors c'était vos le premier innovations. magasin pilote. C'est-à-dire que le premier magasin pilote dans lequel on a essayé de tester un maximum de choses, c'était d'abord ce magasin-là. Et maintenant, le deuxième magasin qui bénéficie en fait de tous les tests et de toutes les réflexions qu'on a sur lesquelles on a abouti, c'est le magasin du Havre, qu'on a ouvert au mois de mai cette année. Alors il y a vraiment ce challenge interne qui permet de relever ces innovations. Et là on voit bien que concrètement c'est efficace, vous l'avez dit, les performances sont bonnes dans les magasins. Et j'imagine très bien, d'ailleurs je vais faire bientôt, on va tous faire nos achats de Noël. On imagine très bien arriver, connaît tous la galère d'aller trouver le jouet qui est sur la liste et on ne sait pas où il se trouve. Donc on doute bien de l'utilité de l'utilisation de la géolocalisation dans les rayons de chaque jouet. Mais vous m'avez dit en préparant également, aujourd'hui, le magasin en lui-même, c'est tel qu'il existe aujourd'hui, c'est d'ailleurs plus du tout le même lien, c'est des vrais espaces de vie. Vous avez travaillé également sur cette conception. Alors, en fait, je vais revenir à Ouais, votre première interrogation Ouais. qui était on ne connaît pas forcément vos magasins. Alors, oui, en effet, et si vous n'avez même pas le temps d'aller en magasin, on a un site internet avec un moteur intelligent donc qui apprend des recherches et donc qui permet aussi de retrouver tous les produits que vous voulez. Donc, ça, c'est juste en aparté. Donc, si vous y C'est-à-dire retrouvez qu'en pas, fonction de nos recherches, ça c'est évidemment, il va nous proposer en tout premier lieu les articles. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'année dernière, en fait, j'ai repris moi le digital il y a 18 mois. On avait un site qui était quand même assez bancal, autant sur la partie tunnel de commande que sur la partie intelligence du site. Et donc, on a retravaillé en fait tout le site internet et notamment le moteur de recherche qui drive en fait 95% du flux et dans lequel en fait on a choisi une solution qui apprend en permanence. Donc en fait, chaque requête lui donne des informations et lui permet en fait d'être meilleur à chaque question. Donc ça c'est un vrai sujet. Et pour revenir en fait sur le parcours client en fait aujourd'hui, et je me rappelle même moi quand je suis arrivé il y a 3 ans chez Pickwick et que je me promenais dans les allées avec mes collaborateurs et que les enfants touchaient des jouets, souvent j'avais un collaborateur qui disait touche pas aux jouets, etc. C'est quand même le fantasme absolu d'un enfant, c'est de passer du temps dans un magasin de jouets et justement de pouvoir toucher les jouets. Et donc on a travaillé sur des zones d'expérience
dans lequel on vit quelque chose, et donc on vit soit la création d'un produit, soit la constitution du produit, ou alors des zones où en fait on travaille sur des parcours. Donc là on a développé notamment, on essaie de développer, c'est en cours de tractation parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur les sujets, notamment les sujets financiers, mais en fait un parcours aventure dans le magasin avec des bracelets RFID, et en fonction en fait des actions de l'enfant dans le magasin et de la quête qu'il doit aller chercher, il y a des trappes qui s'ouvrent, il y a des choses qui s'ouvrent. Donc ça c'est un vrai développement pour finalement que ça soit une énorme salle de jeu, quoi. Et ensuite on a développé des ateliers, notamment des ateliers numériques. Parce qu'aujourd'hui, le codage, enfin nos enfants, ils naissent avec les écrans, ils naissent avec l'informatique encore plus que nous, même si je pense que je suis un petit peu né avec. Mais en tout cas, nos enfants, c'est au quotidien et quasiment toutes les heures. Et notamment dans les programmes scolaires, il y a la dimension codage et la dimension numérique. Et donc, on s'est dit, nous, notre volonté, c'est d'accompagner les enfants au mieux. Et c'est de sortir du périmètre scolaire, mais néanmoins de leur donner toutes les chances de maîtriser en fait, les nouvelles technologies et notamment le codage. Et donc, on a référencé par exemple dans nos produits. Et tout à l'heure, Eric disait, oui, mais les magasins en distribution, ils n'intègrent pas forcément l'espace. Nous, cet espace, en fait, on l'a intégré sur le magasin de Villeneuve-d'Ascq, sur le magasin du Havre et sur le magasin de Valenciennes parce qu'on a fait un remodeling. Et donc, il y a un endroit qui est dédié justement aux produits French Tech, aux produits nouvelles technologies qui arment les enfants pour le monde de demain. Parce qu'on entend souvent ou on lit souvent toutes les difficultés, en tout cas la problématique que les parents estiment comme une problématique des problèmes des écrans, sauf que on peut toujours se dire qu'on va mettre nos enfants dans une boîte et ils n'auront pas le droit aux écrans, sauf que dans les faits, ça n'existe pas. Et donc, notre parti pris, c'est certes de dire surtout pas d'abus sur les écrans, on est bien d'accord, il n'y a pas de sujet. En revanche, les écrans, ils peuvent servir à quelque chose. Et notamment, j'entends Scratch, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on organise des ateliers pour la maîtrise de Scratch. Et avant ça, on le fait même avec des enfants qui sont plus petits, c'est-à-dire qu'avec des enfants qui ont 4-5 ans, on a un produit qui s'appelle Ozobot et qui permet en fait non pas de coder, mais de comprendre la logique de codage. Et donc c'est fait avec des feutres, un petit robot très sympa. Et une fois avec les parcours et les séquences qu'on fait avec les feutres, ça donne une action en fait avec le petit robot. Aujourd'hui, c'est dingue, l'évolution, effectivement, l'adaptation et cette appropriation des enfants aujourd'hui à cela, à cette culture digitale. Eric, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle, justement quelle est la valeur ajoutée de cette démarche? J'ai déjà félicité Mathieu pour ses initiatives, parce que je pense que je parlais de leadership, mais oui, il faut qu'il y ait des gens qui, à un moment, je dirais, prennent en main et en effet osent. Et donc ça, c'est capital. La première réaction, je dirais, et celle-là me paraît vraiment essentielle, c'est l'innovation, c'est un moyen. Je crois que ça a été dit, au service, entre guillemets, d'un cœur de métier, là en l'occurrence le commerce, on parlait de délivrer, mais il ne faut jamais oublier ça. L'innovation n'a de sens et n'a d'intérêt que si elle, je dirais, elle rend service au cœur de métier, elle améliore et notamment, je dirais, elle rend service aux bénéficiaires, notamment aux bénéficiaires finaux. On a parlé de parents-enfants. Je trouve que ça, c'est vraiment un point clé. Ça a beaucoup été, je dirais, dit plusieurs fois. C'est qu'à la fin, en effet, c'est quand même les parents, avec leurs enfants, je dirais, qui achètent, mais surtout qui ont le plaisir de venir et de renouveler, en effet, cette expérience avec la marque. S'il n'y a pas ce lien, si on ne crée pas ce lien, si on n'insiste pas, en effet, à rendre les conditions pour le faire. On parlait tout à l'heure, avoir le droit de toucher. Je connais les miens et nous, on est des fidèles. On ne vient pas de 4 fois par an. Bravo. Oui. Mais c'est vrai que dès qu'ils arrivent, ils n'ont qu'une envie, c'est de découvrir, de voir. Et c'est vrai que quand on voit que des boîtes, à quelque part, on parlait ça sur étagère, ça ne donne pas forcément envie. Et donc, le lien et cette relation, elle est en train d'évoluer. Alors, c'est le deuxième élément, je dirais, fondamental, c'est qu'en effet, on repense aujourd'hui les modèles. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement hyper concurrentiel, mais pas seulement. Je dirais, il y a aussi une relation, il y a aussi une évolution dans les usages, dans les pratiques. On parlait tout à l'heure des écrans qui sont omniprésents. J'en sais aussi quelque chose. Mais c'est vrai qu'on ne va pas aller à l'encontre de ça. Il faut donner du sens, il faut accompagner, il faut rendre ça pédagogique. Et je pense que, en tout cas, ce que nous explique en effet Mathieu, c'est qu'on retrouve tous ces aspects. Et donc, bravo. Bravo pour ces initiatives et bon courage, parce que je pense qu'il y a un long chemin pour que tous les magasins progressivement intègrent. Alors juste une idée, un clin d'œil, c'est ma femme qui me disait, elle rêve d'un salon de thé chez Pickwick, où elle prendrait le thé en même temps que les enfants, je dirais, découvriraient les jouets. Alors je ne sais pas si ça va donner des idées, mais voilà jusqu'où certains ou certaines souhaitent aller.
Profitez, Ouais. hein, c'est En la tout cas, pensée. bravo Vous avez encore. envie de voir un espace chez Pickwick, c'est maintenant partagé. Hein. Mathieu va prendre les notes, les réflexions de chacun. Non, ce qui est intéressant, alors je suis curieux dans l'assistance, j'ai parlé tout à l'heure des professionnels. Vous savez que Eurohub a plusieurs thèmes, en grande partie la logistique, mais on a parlé de la distribution également, ça fait partie des thèmes de cette journée. Quels sont les professionnels qui sont avec nous, qui touchent directement à l'activité de la distribution? Très bien, merci d'être avec nous. Parce qu'on a parlé, et ça veut dire que les autres sont plutôt axés logistique, et vous avez parlé de cette idée de prolongement du magasin. Alors moi j'ai noté In and Collect, c'est le nom que vous avez donné, c'est une autre innovation. Click and collect. Oui, Click and Collect, hein, c'est ça. Oui, Donc, en et fait, c'est vraiment, aujourd'hui, au niveau de votre logistique, je suppose que ça a réclamé évidemment une autre réflexion, une autre organisation. Comment ça a été vis-à-vis de vos équipes, vis-à-vis de cette organisation en interne, comment ça a été appréhendé? Alors en fait, la démarche était déjà présente avant que j'arrive, et c'était en fait, il y avait beaucoup d'incohérences, notamment en fait sur le temps de préparation, sur lorsque on expédiait la qualité en fait de l'emballage, et ensuite sur le fait de tenir la promesse jusqu'au bout. Dans le sens où il y a certes le temps de préparation, mais il y a aussi la disponibilité du produit quasiment 24 heures sur 24. Quoi. Et donc on a travaillé sur plusieurs sujets. Déjà en fait une optimisation en fait de l'emballage, où en fait on investit dans une machine qui fait de l'emballage sur mesure. Donc on peut livrer un portique haut comme ça, comme on peut livrer une toute petite chose, et c'est toujours avec la même qualité d'emballage qui est adaptée. Donc ce qui permet en fait des expéditions qui sont plus simples, et puis des coûts qui sont optimisés. Et puis ensuite on a réduit considérablement le temps de préparation en fait en magasin, qu'on est sur du 100% click and collect, parce qu'aujourd'hui en fait toute la partie web passe beaucoup par les magasins encore, parce qu'on a la chance d'avoir des magasins, et c'est une vraie chance, quoi. Et donc sur le click and collect, on était sur 3 heures, ce qui, quand on voit qu'Amazon annonce 30 minutes dans certaines villes, bon, c'est quand même ennuyeux. Et donc on a retravaillé en fait nos process en interne, en écrivant en fait quasiment minute par minute ce qui doit se passer en fait à partir du moment où le client a validé sa commande, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a réécrit en fait le process, et que maintenant on est à 1 heure, et qu'on a ajouté en fait sur 7 et donc la semaine prochaine 9 magasins des casiers de click and collect, comme des casiers qui sont ouverts 24/24, et le client reçoit un code, tape son code en fait sur la borne, et puis son casier s'ouvre et il a son produit, quoi. Voilà, alors ça c'est vraiment, là on est vraiment dans le cœur de métier, je pense, de tout à chacun ici, et on voit comment vous avez repensé. Alors, vous me l'offrez, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette démarche? Allez-y, n'hésitez pas, évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé, si vous pouvez le faire par l'application ou directement si vous le souhaitez. Vous m'offrez une porte incroyable, évidemment, pour votre voisin de gauche, dont l'activité est Coliweb. Vous l'avez expliqué assez brièvement tout à l'heure, mais évidemment, là on a parlé de livraison en 1 heure, c'est des choses qui, donc là dans le dispositif Click and Collect, mais vous c'est directement livré directement chez le destinataire. Et c'est vraiment pour vous, c'est un facteur. Expliquez-nous de nouveau quelle est votre activité, et justement expliquez-nous l'importance pour vous du facteur temps dans votre activité. Oui, comme Mathieu le signalait, quand un magasin est en capacité de préparer un colis en 30 minutes ou en 1 heure dans son magasin, derrière, nous, on vient apporter la possibilité d'industrialiser une livraison sous 2 heures pour le client. C'est-à-dire que si le colis est préparé en 30 minutes dans le magasin, derrière, on s'occupe d'aller chercher et en temps réel, d'aller chercher le meilleur transporteur, le plus proche du magasin, qui va aller récupérer ce colis préparé et récupérer, pourquoi pas, dans les box, pour le livrer directement chez le client dans un périmètre à près de 15-20 km autour du magasin. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à industrialiser ces promesses de livraison, donc sous 2 heures pour un achat soit en ligne, ou alors des achats en magasin. J'arrive dans le magasin Pickwick, je ne veux pas repartir avec le jouet qui fait 2 mètres de long et 30 kilos. Je suis venu en transport en commun. Comment le vendeur, et là on est vraiment au service du commerce pour améliorer l'expérience de vente, et vendre, simplement dire ok, repartez tranquille en métro, et puis on vous livre ce soir ou dans les 2 heures quand vous serez rentré chez vous votre colis. Donc Coliweb, au final, il y a 3 piliers. Il y a le premier pilier, et c'est notre challenge qui nous a fait créer la société, c'est de dire on inverse la balance et on voit la livraison comme une expérience réussie pour le client. C'est un vrai challenge, parce qu'aujourd'hui la livraison c'est toujours vu comme la bête noire pour le consommateur. C'est une expérience, alors même que c'est le dernier lien entre l'enseigne et son consommateur, c'est celle qui apporte le plus de friction
et potentiellement le plus de pertes de chiffre d'affaires ou de conversion au moment de l'achat. C'est une notion de stress pour le consommateur. Donc c'est comment on inverse cette balance-là à travers du suivi temps réel, à travers le délai, donc de la rapidité ou de la précision de quand arrive le colis. Et ça marche. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier qui est notre format de vente, parce qu'aujourd'hui on est dans un modèle B2B2C, on vend notre solution à des enseignes de la grande distribution, des Darty, des boulangers, Leroy Merlin, Castorama, Nocibé, donc c'est très large en termes de secteur d'activité. Et là, c'est vraiment au service du commerce. Pour le coup, je reprends les mots de Mathieu, mais c'est dire voilà, on apporte un service à valeur ajoutée qui permet de vendre potentiellement jusqu'au 24 décembre à 17h, je peux acheter en ligne et me faire livrer sous le sapin. C'est quelque chose de fort. Aujourd'hui, il y a une zone un peu morte à partir du 23 décembre, voire 22 décembre, où les enseignes ne savent plus s'engager sur une livraison jusqu'à Noël. Donc, c'est comment augmenter les ventes et acquérir potentiellement des nouveaux clients sur cette période-là, avec une promesse de dire ok, vous pouvez acheter, et là cette année vous pourrez tenter l'expérience sur des boulangers, des Darty ou d'autres électrodépôts ou Nocibé ou autres, c'est d'acheter et jusqu'à 16h ou 17h pour certaines enseignes, on achète, on se fait livrer donc avant 19h sous le sapin. Donc là on va gagner des ventes grâce à un service de proximité. Donc pour ça il faut avoir du stock proche des clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on industrialise ces solutions-là à travers pour des enseignes de la grande distribution qui ont encore cette chance d'avoir des magasins et qui cherchent des relais de croissance parce qu'en effet, le fonctionnement d'un magasin, comme on peut le connaître depuis ces dernières années, il ne fonctionne plus et donc il faut trouver des relais d'expérience en magasin différentes ou des relais aussi de distribution. Merci. Et en effet, sur le fait qu'aujourd'hui, un magasin, c'est un vrai hub. Et c'est plein de mini-hubs au final. Quand on voit, j'en sais rien, un Leroy Merlin qui a 137 magasins, c'est 137 hubs en plus de ses entrepôts régionaux ou nationaux qui vient faciliter cette expérience-là et qui vient aussi, en termes d'expérience transport, avoir des coûts optimisés parce qu'on arrive à avoir un service qui est plus compétitif qu'une offre express J+1. Voire parfois plus compétitive qu'une offre ou identique à une offre Colissimo classique, quand on arrive à avoir une densité de livraison importante dans des zones sur des rayons à peu près de 5 km. Donc là, et le troisième pilier, du coup, c'est les transporteurs, et c'est un peu notre raison d'être. Ça fait 5 ans qu'on existe, on est 40 personnes. Sur les 40, il y a la moitié de l'équipe, c'est des ingénieurs et docteurs aussi en recherche et développement. On collabore avec l'INRIA, qui est un laboratoire de recherche, et avec qui on continue d'optimiser vraiment tous les parcours pour que ça soit dans le fonctionnement, on puisse faciliter la gestion en temps réel de ces flux pour les transporteurs, que ça soit quasi $1 pour le transporteur, et que finalement, lui, il se concentre sur son métier, c'est-à-dire avoir une expérience de livraison propre, avec le sourire, et rentable pour lui. Et tout ça avec une massification des flux qui permet d'avoir un coût unitaire de livraison qui rentre dans des business models compétitifs pour les enseignes qui sont clientes chez nous. Alors, avant de parler de la solution technique que vous avez créée et que vous mettez en application, on va donner un peu une idée de la taille et de ce que représente aujourd'hui Colliweb, parce que moi, ça a été une surprise quand on a échangé pour présenter votre structure, parce que vous êtes hébergé à Eura Technologies, on a une image un peu start-up, on découvre qu'il y a combien de villes un peu qui sont concernées par votre service ? 60 agglomérations qui sont couvertes. Donc une agglomération, ça couvre 30 km autour d'un intramuros à peu près. Ça représente un peu plus de 3500 communes en France. 3500 communes, c'est 40 collaborateurs. Vous m'avez dit le nombre de colis ou le chiffre d'affaires, dites-moi, enfin si c'est pas... Oui, non, on est proche du cap des 10 millions cette année, avec un peu plus de 200 000 colis là, cette année, quand on en faisait 5 fois moins l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie croissance, et d'où le fait qu'on peut encore garder le nom de start-up. On a des enjeux de consolidation aussi sur 2019, parce que c'est vrai que c'est piloter la croissance et dans l'innovation. Tout à l'heure, c'était un sujet et un axe. C'est d'abord, avant tout, une aventure humaine. Ça se fait que par chaque Colliweber et chaque partenariat qu'on peut avoir pour amener cette croissance-là. Et c'est
il y a des réels enjeux et des défis aujourd'hui au niveau de la ville qui font qu'on a encore énormément de boulot et on n'est qu'au début de l'histoire par rapport à un monde qui se transforme au niveau logistique et transport. Donc on reste qu'une goutte d'eau, c'est pour ça que je définis souvent ce que tu disais dans la préparation, c'est au final on pourrait presque dire que c'est une PME. Aujourd'hui, vu tous les ambitions et le travail qu'on a encore à faire, on garde ce statut de start-up parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il faut donner une idée de développement là sur la dernière année. C'est x5 à peu près. x5, donc vous voyez, on est vraiment évidemment dans cet esprit de start-up. C'est une belle et superbe réussite. Là, on est vraiment à une tech critique, hein, justement pour l'avenir. L'année 2019 a été une année assez importante pour vous. Ce qui nous intéresse, c'est de voir aussi ce que vous avez réussi à développer au niveau technologie. Alors, ça s'appuie sur une application qui accompagne vos transporteurs. Expliquez-nous un peu plus ce que vous avez développé. Oui, alors tout à fait, c'est vrai que c'est l'ADN de la société. Moi, je suis ingénieur de formation. Je me suis lancé à la sortie de ma formation LITEM qui est ici à Villeneuve-d'Ascq. Et j'ai un associé ingénieur ICAM également. On met au cœur en fait de notre fonctionnement, alors certes l'expérience client, le retour sur investissement pour une enseigne qui utilise notre service, on en a parlé tout à l'heure. Mais la base de tout ça, c'est comment rendre scalable ce qu'on fait. Et du coup, c'est une technologie finalement, c'est peut-être grossier, mais c'est un logiciel qui permet d'optimiser les livraisons. On a fait un choix il y a 4 ans de se dire soit on prend un modèle un peu comme Uber ou comme beaucoup de plateformes où finalement on vient avoir une demande de livraison et on diffuse à une communauté, c'est le premier qui prend la livraison. Et au final, on a fait un choix inverse de se dire on capte la livraison et on va choisir le transporteur optimal qui semble le plus approprié pour faire la livraison en termes de coût, en termes d'empreinte carbone, en termes de respect de la promesse. Et c'est ça qu'on continue d'optimiser. Et du coup, c'est vraiment ce choix finalement d'avoir un logiciel qui permet d'optimiser réellement, avec toujours cette possibilité parce qu'on est commissionnaire de transport en activité, donc on travaille avec des professionnels de la livraison. On a à peu près 1000 transporteurs, 1000 chauffeurs, et ça va du vélo jusqu'au camion 20 mètres cubes avec 2 chauffeurs pour livrer plus d'1 tonne de marchandises dans la pièce du choix du client. Il y a toujours la possibilité de refuser pour le professionnel une livraison qu'on lui pousserait parce que il ne pourra pas s'engager sur la promesse à respecter. Mais aujourd'hui, on a plus de 95% d'acceptation à la première sélection. Donc c'est ça qu'on regarde en fait en indicateur et c'est ça qu'on cherche à continuer d'optimiser pour rendre totalement automatisable et scalable en fait cette solution, quel que soit le type de produit. Et notre focus c'est toujours sur des flux urbains, dans des rayons d'après 25-30 km autour d'un intramuros, mais que ce soit pour un parfum chez Nocibé ou que ce soit pour un échafaudage comme on le fait avec Kiloutou pour livrer sur chantier, que ce soit pour livrer client ou pour faire du flux retour, on va récupérer une marchandise chez un particulier pour le ramener à un centre SAV ou un magasin ou un entrepôt. Peu importe, nous à partir du moment où c'est d'un point A à un point B, notre technologie elle va toujours travailler de la même manière en termes de moteur finalement d'optimisation et c'est ça qui nous guide en fait dans les extensions de services qu'on peut travailler en tout cas sur ces sujets qui sont très vastes sur la livraison. Alors, avez-vous des questions justement sur l'univers ColliWeb et son application? N'hésitez pas si vous voulez en savoir. Oui, alors Lizzie, je vais venir. Je vais demander de vous présenter évidemment. Bonjour, Olivier Lefranc. Moi j'ai 2 questions. C'est pour l'enseigne et le consommateur, quel est le coût de cette prestation additionnelle? Et puis la deuxième question, c'est pour les prestataires de transport, ceux qui font le service. Est-ce que à contrario d'Uber, est-ce qu'ils vivent réellement? Est-ce que le modèle économique est profitable aussi pour eux? Alors, équitable. C'est pas du commerce équitable, mais du transport équitable, c'est ça? Tout à fait, c'est une très bonne question. C'est dans le challenge qu'on se fixe, c'est comment on arrive à satisfaire la partie transporteur. Pour répondre à la dernière question, mais globalement, on a sur l'ensemble de nos transporteurs, on a perdu 15% des transporteurs depuis qu'on a créé la structure. Donc on a très peu de turnover dans la société. Donc on peut considérer que c'est quelque chose qui soit satisfaisant pour eux et en tout cas ils nous le retournent
en nous demandant plus de flux et en voulant s'étendre aussi, voire même pour certains transporteurs de nous donner l'ensemble de leur flux parce que pour eux, ils y gagnent du temps et de l'efficacité. Donc sur cette partie-là, on est plutôt en confiance. Le coût moyen, il va être très variable en fonction de... je prends deux exemples. Enfin, je prends un exemple, par exemple, Darty et Boulanger. Boulanger, quand il a ouvert le service sur Paris, il avait un magasin dans Paris. Darty, ils en avaient 10. C'est un schéma de livraison et de mutualisation qui va être différent. Mais globalement, sur la taille d'un article, d'une boîte de chaussures, on va être sur un coût moyen à peu près de moins de 10 euros. Sur ce qui va être de l'ordre de 20 à 30 kilos, on va être sur un coût moyen à peu près de l'ordre entre 15 et 20 euros. Et ça, c'est ce qu'on va vendre globalement à l'enseigne. Après, l'enseigne va être libre de faire ce qu'elle veut en termes d'offres aux clients, au destinataire final. Toujours pour regarder l'exemple de Darty, ils l'intègrent dans leur offre Darty Plus, donc c'est gratuit pour le consommateur qui va avoir cette offre Darty Plus. C'est pour se câbler un petit peu sur certains standards comme Amazon l'a poussé avec son offre Amazon Premium. D'autres vont jouer sur des francos de manière plus importante pour pousser le panier d'achat à travers ce service-là. En tout cas, il n'y a personne qui fait de la marge sur le service, ils sont tous en subvention et simplement parce qu'en fait la fréquence d'achat d'un utilisateur colis web, elle est quasi 2 fois plus importante que la fréquence d'achat de ceux qui n'utilisent pas le service sur la même enseigne. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on regarde fortement. En revanche, on ne vient pas capter autant de masse client que peut l'avoir sur le service d'un click and collect ou de e-réservation. On est plus proche des volumes liés à l'Express, avec une contrainte quand même, c'est qu'on ne va pas couvrir tout le territoire français. On va s'appuyer sur du stock qui sont présents dans les magasins, donc ce n'est pas tout l'offre e-commerce non plus. Donc ça vient freiner la possibilité, en tout cas en termes de volume d'action. Mais on est toujours, quand on affiche la promesse de livraison le jour même, c'est qu'elle est réellement disponible. On ne va pas frustrer le client en affichant une promesse qu'il ne peut pas avoir parce qu'il n'est pas livrable par notre service ou qu'il n'a pas le stock, quoi. Alors, par contre, vis-à-vis, je prends le cas d'un Darty, par exemple, quand ils fournissent cette proposition aux clients, il faut qu'il s'assure de la localité, qu'il puisse fournir en 1 heure votre prestation. Comment il s'assure de ça, Yves ? Alors, on a tout dans notre logiciel des connecteurs par API qui permettent de se connecter au stock des magasins, d'avoir la lecture de ces stocks-là. On capte aussi les horaires d'ouverture, de fermeture des magasins. Et toute cette intelligence-là, en fait, on vient être un réel facilitateur pour des enseignes de la distribution pour se câbler facilement et afficher uniquement aux personnes disponibles, aux consommateurs qui seraient susceptibles d'être, qui peut avoir le service, quoi. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs, des API où ça se fait en temps réel. À l'époque, c'était innovant. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont en train de se standardiser auprès des enseignes, d'avoir un système d'information beaucoup plus agile. On est encore loin dans ces aventures-là, mais ça avance bien et c'est de nature. En fait, tout se gère en temps réel sur notre fonctionnement et donc il n'y a pas de discontinuité, mais en revanche, ça passe par la maturité d'une enseigne, à savoir préparer une commande rapidement dans son magasin ou dans un hub périurbain. On peut le voir aussi sur des ventes flash. On veut faire une opération de communication et on peut mettre un stock tampon près d'une ville ou de plusieurs villes et attirer des consommateurs, des nouveaux clients à travers cette offre-là sur du one-shot pour faire une opération de livraison jour même sur un lancement de produit ou autre. Donc, on peut imaginer pas mal de choses. Si vous avez d'autres questions, évidemment. Bien le bonjour, je vais vous demander de vous présenter, évidemment. Nachwenga, organisme de formation. Ma question, c'est par rapport, donc 95% de vos transporteurs acceptent de prendre vos colis. Les causes, je voulais savoir les causes des 5% qui refusent justement de prendre en charge vos colis. Oui, tout à fait. Alors 95 sur la première sélection. Après, automatiquement, il y a des causes du fait que le transporteur n'accepte pas suffisamment rapidement. Il va avoir 5 minutes, il va avoir un rappel. S'il n'y a pas d'acceptation, comme on gère l'urgence, on va passer au 2e meilleur transporteur.
Et après, on a un service client qui est là de la première livraison à la dernière, du lundi au samedi et dimanche, là en ce moment. Et ça va se généraliser aussi sur la livraison de tout le dimanche l'année prochaine, de 7h à 22h, et qui va reprendre la main quand il y a au bout de trois sélections, on n'a toujours pas la machine finalement, il n'y a pas d'acceptation. Là, ils vont reprendre la main directement avec certains transporteurs, soit aussi en majorant certaines courses, parce qu'encore une fois, on a une obligation de résultat, donc il y a des fois, on ne va pas faire de marge, on va perdre de l'argent pour tenir notre engagement, mais notre modèle, il est bien de gagner, d'être rentable sur chaque livraison en moyenne qu'on effectue, parce que c'est vraiment notre business model aujourd'hui et qu'on accélère, quoi. Alors, allez-y, si vous avez d'autres questions sur ce projet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de revenir parce que vous avez un cas d'entreprise qui est... Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu. Je regardais les sièges, allez-y, avancez-vous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Bruno Dubois, donc pôle de compétitivité des industries du commerce. Je voulais savoir en termes d'offres de services et dans la roadmap qui est prévue justement dans les années à venir, est-ce que vous prenez en compte l'attente du client en termes de livraison pour définir en fait en quelque sorte une espèce de yield management sur la capacité de proposer une offre qui corresponde plus précisément à l'attente du client dans sa livraison. On parlait tout à l'heure effectivement de l'importance de délivrer un colis au pied du sapin. J'imagine que ça a un prix. Et donc par contre, la prise en compte, on va dire, de cette attente du client, est-ce qu'elle est prévue aussi dans l'offre de services futurs? Merci pour la question. En effet, c'est des sujets très chauds du moment. Donc on travaille en termes d'innovation, d'avoir un pricing finalement dynamique en fonction de la réalité de nos flux, c'est-à-dire est-ce qu'on va réussir à mutualiser. Je prends deux internautes qui achètent les mêmes produits au même moment je vais garder l'exemple de Darty. Il y en a un, il habite à Ronc et un autre qui habite à Léquin. Potentiellement, le schéma de transport va être différent et donc d'afficher en fait un prix dynamique où le client va avoir le choix de se dire ok, je le veux vraiment à cette heure-ci, mais je suis prêt à payer peut-être 2 € plus cher. Ou alors, je suis prêt à attendre et prendre le créneau qui va me coûter potentiellement moins cher et sur lequel nous, on va réussir à mutualiser plus de colis et donc payer moins cher ma livraison. Et ça, on l'imagine également sur la partie développement durable, green. C'est aussi d'intégrer cette notion d'empreinte carbone et pas que, sur le choix du consommateur qui va se dire ok, je suis prêt peut-être à décaler mon choix de créneau parce que cette livraison, elle va pouvoir être faite en vélo cargo, elle va pouvoir être faite en véhicule à gaz ou électrique. Donc c'est des choses en effet, tout ça en temps réel avec un affichage dynamique sur la partie finalement au moment des choix de livraison sur le site e-commerce. Et ça, c'est des sujets en tout cas que j'espère qu'on arrivera à montrer en production avec des enseignes dès 2019. Voilà, merci pour votre réponse, ça répond à vos questions. Allez-y, évidemment, si vous avez d'autres questions, le but c'est évidemment de créer ces échanges. Je regarde bien, je ne bouillais personne cette fois-ci, ça va, tout va bien. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de revenir sur le point de départ de votre aventure. Vous êtes tout de suite quitté vos études, vous êtes parti dans l'aventure Coliweb, vous êtes hébergé à Euratechnologies et vous êtes maintenant, alors même si vous gardez l'esprit start-up, vous êtes déjà à une taille qui a déjà passé certains paliers, on va dire. Vous avez dit, dès le départ, on a été soutenu et ça a été important, notamment pour notre premier emploi. Comment ça s'est passé, ces premières étapes, les toutes premières étapes? On ne se rend pas bien compte, mais c'est vrai qu'au tout début, on continue de manger des pâtes et autres. Moi, je sortais de ma chambre d'étudiant et au final, on ne se rend pas bien compte du gap que ça a fait, parce que pour moi, c'était en stage de fin d'études. Première étape, c'était un prêt étudiant juste pour commencer à structurer les 6 premiers mois. En fait, moi, je m'étais fixé 6 mois de go-no-go. Et on a eu la chance d'avoir un prêt d'honneur. Donc d'abord, il y a eu tout un réseau avec des startup week-ends, l'écosystème d'Euratechnologies. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Damien Graal, qui est mon associé et cofondateur, qui est plus opérationnel aujourd'hui, mais parce qu'il a une autre structure à côté, mais qui a passé beaucoup de temps les 2 premières années. Et on a eu un prêt d'honneur avec la région, enfin avec LMI, qui nous a permis finalement d'avoir 40 000 € de prêt d'honneur, qui nous a permis d'embaucher notre premier salarié qui a pu développer en fait première brique de logiciel et de montrer finalement que notre premier client intégré sur le site e-commerce, c'était les cafés Méo, donc au niveau local, et de montrer qu'il y avait une preuve de concept
et qu'il fallait l'accélérer. Et dans tout l'écosystème d'Aura Technologies, ça nous a permis d'aller trouver des investisseurs et de faciliter la rencontre avec des investisseurs, parce qu'on a levé un peu plus de 3,5 millions d'euros, de rencontrer des groupes, notamment de la distribution, qui viennent sur des demi-journées, des journées en ouverture avec leurs équipes. C'est des rencontres privilégiées qu'on a pu, avec des décathlons, avec le groupe ADO, de concrétiser finalement des premiers tests avec eux grâce à ces rencontres et l'écosystème qui continue de s'enrichir aujourd'hui avec Aura Technologies. C'est donnant-donnant, hein, on partage beaucoup et on en a énormément aussi en retour. Donc c'est un vrai accélérateur et sans ça, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui dans la structuration, voilà, même pour les équipes, au niveau RH, au niveau technologie et autres. Ils créent des clubs entre eux avec les différents spécialistes des différentes startups ou PME ou plus grands comptes qui sont présents dans la zone Aura Technologies. Ça permet d'avoir des niveaux d'échange qui facilitent et de passer ces étapes-là aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup pour votre expérience. Eric, quel est ton ressenti sur cette aventure incroyable? Oui, déjà très impressionné. Non, mais c'est toujours impressionnant de voir des startups grandir aussi vite. Et je dirais, on peut que souhaiter que l'innovation et je dirais ce genre d'exemples se reproduisent. La première réaction, je dirais, c'est une vraie problématique. Hein. On l'a entendu. Alors juste pour faire sourire, mais là on parle de 2 heures. Moi, je me souviens des 24 heures de la Redoute, qui était un exploit. C'était il y a 20 ans. Bon, je commence à vieillir, mais c'est vrai que c'est incroyable de voir à quelle vitesse les choses s'accélèrent. Je parlais qu'on passe de jours en heures. Je ne sais pas si demain on passera de heures en minutes, mais en tout cas, les choses vont vraiment dans une accélération très rapide. Là, en effet, on a une vraie problématique, non seulement évidemment pour l'enseigne, on parle de conversion, mais aussi pour le consommateur. Hein, je dirais le cadeau qui arrive. Alors, je pense qu'il n'y a pas que le cadeau. Hein, les gens sont de plus en plus mobiles, donc cette problématique en effet d'accéder, d'obtenir les produits rapidement, facilement. On est tous pris par le temps, on est souvent en déplacement, donc c'est vrai que de plus en plus se pose cette question. Alors après, je dirais quel est le prix qu'on est prêt à payer. Bruno Dubois l'a posé. C'est une excellente question parce que c'est vrai qu'il faut qu'à quelque part il y ait un gain pour tout le monde. Et donc à partir de là, il y a bien une équation qui est plus complexe que ça. Et c'est là où on voit que les solutions, et je dirais l'autre point qui me paraît vraiment essentiel dans ce témoignage, c'est la promesse. Hein, on parle de drones, on parle de ci, on parle de ça, mais là on a une vraie promesse qui est tenue, avec aussi des parties prenantes qui trouvent leur intérêt. On parle de 95% de gens qui continuent chez les transporteurs à jouer le jeu, c'est qu'à quelque part ils y trouvent un intérêt. Alors après, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est facile? Évidemment non. Hein, on va en parler probablement tout à l'heure des pilotages des flux, mais tout ça aujourd'hui, je dirais, c'est un nouvel écosystème qui évolue. Et aussi, et ça je pense que c'est un autre point essentiel, c'est l'organisation. On voit qu'il y a une start-up comme ça, ça grandit grand vite, il faut des nouvelles compétences, il faut s'organiser, il faut la fameuse taille critique à un moment pour stabiliser. On voit qu'il y a eu des financements, 3,5 millions d'euros. Donc progressivement, je dirais, il y a une stabilité à trouver. Et c'est vrai que, moi j'ai toujours tendance à dire, il y a des caps, hein, il y a des tailles. La taille, la première, c'est arriver à 4-5 personnes, mais on est tous polyvalents. À partir de 10 à 20, je dirais, on commence à spécialiser. Et au-dessus de 20, on commence réellement à organiser, souvent multi-sites, etc. Donc vous voyez, il y a aussi des caps à franchir. Je pense que Colibweb les a vécus, mais très vite. Donc ça ne va pas être facile, je dirais, à vivre au quotidien. On ne va pas parler de tout parce qu'il y aura énormément de choses à dire et ça a déjà été très très riche. Mais voilà, en tout cas, bravo, encore une fois, parce qu'on a une vraie problématique. Je sais qu'on en a un petit peu parlé rapidement avec Bruno Dubois aussi et du PICOM, mais c'est vrai que les derniers kilomètres, c'est clairement l'élément qui devient central. Hein, y a les gros flux d'un côté, et on parlait de la chance d'avoir des magasins. Oui, il faut profiter de ça. Hein, profiter de ce lien, je dirais, avec le consommateur. On parlait des pick and collect, mais c'est vrai que tout ça, je dirais, contribue et il faut qu'on en tire des avantages, notamment pour notre région. Et je pense qu'on a tous les atouts pour réussir. Voilà, merci beaucoup Eric. Et si vous voulez ajouter quelque chose, surtout n'hésitez pas, évidemment. Dans ces cas-là, je vous propose évidemment de saluer la participation de Rémi qui est avec nous, parce que c'est une belle aventure. Je pense qu'on peut l'applaudir, évidemment, parce que d'avoir une entreprise qui a 5 ans, qui se développe au national comme ça, ça nous fait toujours plaisir. Alors sur votre gauche, Frédéric Weber, merci d'être avec nous. J'ai remarqué en préparant, évidemment, je me doutais un peu, évidemment que la facteur temps allait prendre une place importante dans les échanges tout au long de cette journée. Et c'est un peu le point commun que vous avez avec vos voisins également aujourd'hui.
vous avez vu Eric, pour préparer nos échanges, il m'a dit ah là, on a affaire à quelqu'un, ça pourrait être un urgentiste de la logistique. C'est vraiment une culture d'entreprise chez lui. À force de toujours aller vite et toujours plus vite. Hein, Ouais. Ah, je sais pas si. Ah, ça marche. Parfait, merci. Donc effectivement, à force d'aller vite et chaque fois plus vite, effectivement, on devient rapide soi-même, ou enfin on essaye de le rester. Bon, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que avec Mathieu, il est en pleine mutation du secteur du retail. Et Rémi, il est le fruit de ce produit. Et nous, je parle au sein de l'intralogistique, on se trouve au sein de ces deux process. Parce que Rémi sort son colis en magasin ou au centre de distribution à heure et à temps. Il a beau la promesse du client, enfin du fournisseur ou de l'enseigne qui dit je livre en 1 heure. C'est uniquement possible si effectivement son outil intralogistique, je ne parle pas de la logistique d'un point A à un point B comme l'activité de Rémi, mais réellement la gestion des flux avec des trios matriciels et autres à voir, à discuter. Mais la distribution ne peut qu'être que qualitative si effectivement Rémi par la suite a le temps et peut promettre ou qu'à livrer sous sa promesse. Donc effectivement, il y a un vrai sujet. Et effectivement, le monde est en train de changer terriblement. Et Toys R Us en est un bel exemple. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas les citer maintenant. Mais aujourd'hui, le monde du retail, comme on le connaît aujourd'hui, il est mort, c'est fini. Hein, il faut en être conscient. On arrive effectivement à des magasins, à des boutiques qui deviendraient un peu des connected shops. Un connected shop, alors on parle de click and collect, collect web, web to store, on parle des marketplaces éventuellement comme autres. Donc effectivement, l'omnichannel, et je pense qu'il y a un sujet tout à l'heure à ce sujet-là également, l'omnichannel, la multitude des canaux de distribution, la complexité des produits et des articles à traiter, et tous ces et plus le délai à garantir ou à promettre, ces 3 facteurs font de sorte qu'aujourd'hui, les outils intralogistiques de nos entreprises ne sont plus en adéquation avec le besoin du marché. Si on regarde bien, le convoyeur aérien, Henry Ford l'a mis en place dans son usine de production. Les convoyeurs à rouleau, depuis les années 50, ça s'est multiplié comme des petits pains. Il n'y a plus aucun avantage concurrentiel sur ce produit ou comme un stockage palette. Donc cette mutation aujourd'hui, on est aujourd'hui encore, sur la plupart des entreprises, sur des entreprises avec une automatisation rigide. Quand je dis rigide, c'est-à-dire qu'on a des outils, on connaît leur capacité de stockage, leur production, leur productivité, leur capacité de tri. Mais comment allons-nous réagir aujourd'hui quand on a en moyenne 30 000 commandes par jour et qu'en période de Black Friday ou en période de fin d'année, on a 120 000 commandes qui tombent et qu'on veut toujours tenir la promesse de livrer sous 1 heure pour que Rémi, lui qui va recevoir les X milliers de colis après, va pouvoir les distribuer. Donc ça a un impact sur les transporteurs et sur l'impact des transporteurs, ça a un impact sur la partie logistique des grandes enseignes qui vont devoir s'organiser, qui vont travailler en 2-3 shifts et qui à un moment vont se trouver saturés par rapport à un outil intralogistique, soit en idéquation par rapport à l'e-commerce ou en idéquation par rapport à d'autres différents canaux. Donc cet outil-là intralogistique aujourd'hui, il doit être changé, il doit être muté, il doit être connecté. Rémi l'a dit là tout à l'heure, il a dit moi je peux uniquement aller livrer chez mon client si le produit est livrable dans la boutique, pas loin de mon client, pour pouvoir livrer dans un shop local ou enfin. Hein. C'est fantastique, mais qu'en est-il si moi demain je peux dire à Rémi, envoie déjà ton transporteur parce que moi dans 1 demi-heure le colis est déjà là. On est sur la connectivité. Il a aujourd'hui des API qui viennent se connecter sur un état de stock de magasin. Demain, ces API vont se connecter en interfaçage avec la commande Internet, et quand le client va commander sur Internet, automatiquement la machine va se mettre en route, je schématise, hein, ou va préparer, ou va emballer automatique ou manuel ce qu'on veut, mais à ce moment-là, éventuellement, Rémi peut déjà être au courant, et il peut faire du prédictif en disant, mes transporteurs là, je peux déjà les envoyer sous cette plage horaire-là, dans tel ou tel magasin, pour pouvoir gagner et assurer une promesse client, peut-être même avant 23h59, le jour du 24. Hein. Bon, voilà, aujourd'hui, les entreprises et les prestataires logistiques doivent faire face à ces complexités, tant de produits que de complexité, donc de produits, de manutention, d'emballage aussi, parce qu'un client n'est pas l'autre. Et aujourd'hui, l'e-commerce, le processus e-commerce, il coûte de l'argent, tout comme un produit, comme tout processus
intralogistique, ça coûte de l'argent. Le but maintenant, évidemment, c'est que ça coûte le moins possible pour qu'on puisse optimiser nos marges. Et donc, effectivement, là, on part vers maintenant, aujourd'hui, des solutions intralogistiques, ce qu'on appelle flexibles et dynamiques. Voilà, donc il y a une mutation en cours. Alors cette mutation-là, vous l'avez totalement appréhendée chez Transitic. Vous offrez maintenant des solutions et voilà, ce que vous parlez du futur, là, ça y est, vous c'est quelque chose que vous maîtrisez et ça fait partie des services sur lesquels vous avez quelques solutions à proposer. Alors expliquez-nous ce que vous avez développé. Alors le mot maîtriser, je le trouve encore un peu fort parce qu'on est encore en mutation complète et on évolue au quotidien. Et en fait, on a développé un business model lié à nos logiciels, et j'y reviendrai, basé sur cette amélioration continue et sur le côté collaboratif de nos clients. Donc en fait, effectivement, la connectivité prend de plus en plus un jeu et un élément prépondérant sur l'ensemble du processus. Et donc, chez Transitic, on a décidé de ne plus faire une guerre à l'engineering. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont extrêmement compétentes dans des robots, par exemple, ou dans des robots mobiles, ou des solutions goods to man, ou des transstockers ou autres. On ne fait pas une guerre à l'engineering. Il y aura toujours des gens qui vont inventer une solution bien plus complexe, bien plus intelligente, bien plus rapide, bien plus tout ce qu'on veut. Donc, mais par contre, l'intelligence là-dedans, ce n'est pas d'aller fabriquer la machine, mais c'est de s'arranger qu'elle puisse communiquer rapidement et qu'elle soit intelligente. C'est-à-dire qu'elle puisse prendre des décisions, donc des décisions opérationnelles, donc fonctionnelles, mécaniques, sur base d'informations en temps réel ou d'éléments prédictifs. Par exemple, on va par exemple informer le responsable de l'entrepôt pour lui dire « Écoutez, si vous voulez livrer tous vos colis avant 17 h pour X ou X transporteurs, je vous invite à mettre 5 personnes en plus sur les postes d'emballage parce qu'avec une productivité de 50 colis à l'heure, c'est pas gagné. » C'est un exemple concret, mais ça rentre également beaucoup plus loin dans le raisonnement, notamment par exemple dans les solutions de stockage. On va stocker des références intelligemment dans les stocks pour pouvoir réduire le temps de transport ou le temps de manutention, et on va également faire un surpoudrage, par exemple intelligence, de plusieurs références en fonction des commandes qui sont présentes ou potentielles à venir. Sachant que l'e-commerce est comparé au retail, quand on travaille dans le domaine du retail et qu'on a 60, 100, 2000 boutiques, tout ce que vous voulez, vous savez faire du push en magasin sur base des ventes, vous distribuez sur base des ventes que vous avez fait la veille. Sur l'e-commerce, vos commandes, elles arrivent toutes les demi-heures, toutes les heures, peut-être pas. Et peut-être qu'à 18 h, vous avez un batch qui arrive avec 5000 commandes. Comment allez-vous faire face à ces problématiques-là? Et c'est pour ça qu'il faut toujours maintenant partir sur des solutions scalables. Quand on regarde par exemple Alibaba, vous avez certainement tous déjà vu cette vidéo, avec tous ces petits robots qui bougent de tous les côtés. Et vous comparez par exemple l'entrepôt Amazon, où vous voyez tous les intérimaires qui courent dans les étagères. Ils ont maintenant des entrepôts avec des étagères mobiles, je suis d'accord. Donc la différence et le coût à la pièce, à la manutention, n'est pas la même chose. Alibaba n'est pas obligé d'acheter 1000 robots, il peut en acheter 200 ou 300 et en louer 600 de plus pour les périodes de crête. Il n'a pas besoin de supporter la charge, il loue juste en fonction de son besoin, comme un Amazon ferait appel à des intérimaires complémentaires pour les périodes de pointe. C'est exactement la même chose, à part qu'on est sur de l'automatisation, c'est-à-dire qu'on peut travailler 24 heures sur 24, que ça ne fait pas la grève, il y a des plans de maintenance, tout ce que vous voulez, mais votre productivité peut être mesurée, peut être calculée. D'accord? Et effectivement, les robots doivent être de plus en plus polyvalents parce qu'on travaille avec des cartons de 644 par exemple, donc des cartons standards, tout comme on pourrait commander un hameçon de pêche par exemple. Voilà, donc cette multitude de colis et ces multitudes de canaux de distribution rendent l'intralogistique extrêmement complexe, d'où un besoin en connectivité et en recherche de technologies de chaque fois de plus en plus poussées, ou en tout cas de plus en plus adaptées aux besoins. Et le besoin de l'e-commerce est un besoin tout particulier, particulièrement complexe et énergivore. Alors, ce qui est intéressant dans votre activité, c'est que vous avez transformé votre propre entreprise pour pouvoir offrir des solutions dans ce domaine-là. Parce que Transitic, c'est une entreprise familiale. Hein. L'origine de la société, c'est... Écoutez, initialement, on était dans la fabrication textile. C'est la raison pour laquelle nous, Belges, on est arrivés ici dans le Nord, en tant que filiale d'un groupe allemand. À fur et à mesure, la fabrication textile ici dans le Nord s'est convertie dans la distribution, d'accord, avec des marques comme Camailleux qui habillent, etc., ou la VAD qu'on connaît bien. Et à fur et à mesure, nous également, on a continué à se muter et on est parti vraiment vers le côté intralogistique complet avec des solutions que nous développons en propre, tout comme des solutions que j'intègre. Je ne vais pas aller fabriquer une imprimante qui fonctionne parfaitement ou un robot qui est déjà largement éprouvé. Mais par contre, je fais discuter l'ensemble de ces systèmes ensemble sur un logiciel hyper connecté et qui est orienté vers l'avenir.
Voilà. Alors, pour donner une taille par rapport aujourd'hui à l'activité de Transitic, à ce que représentent vos solutions, je vois que vous avez notamment équipé XPO, c'est ça, de robots pour leur organisation. Alors, c'est ce que on l'a pas encore équipé, on Ouais. va les équiper parce qu'on n'a pas encore dédié les entrepôts concernés qui vont être équipés avec ces robots. D'accord. Donc, mais en tout cas, il faut savoir que XPO a commandé 5000 robots de solutions Goods to Men et nous, on s'occupe de cette intégration de ces robots sur le marché français où normalement 2 ou 3 entrepôts devront être concernés et c'est actuellement en cours de discussion. Mais vous avez certainement vu passer ça dans la presse. Tout à Voilà, fait. ça nous donne une idée évidemment du travail qui est réalisé. Alors, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce témoignage? N'hésitez pas, évidemment, je vous en prie. C'est très intéressant à chaque fois les 3 intervenants, les 4 intervenants, mais il y a une contrainte qui n'est pas encore mise en évidence à mon sens, c'est que on crée des goulots d'étranglement dans les entrepôts en intralogistique, on prépare très rapidement, on est capable de livrer très rapidement. Il y a une vraie contrainte dans les grandes villes, Lille, Paris, où la livraison, la logistique du dernier kilomètre qui est compliquée parce que ces villes sont complètement engorgées. Il y a des solutions qui existent mais ne sont pas encore optimales, on a encore de contraintes là-dessus. Est-ce que vous travaillez par exemple avec vos transporteurs sur ces types de solutions? Puisque le vrai problème c'est qu'on peut avoir le colis prêt, ok, au départ, peu importe l'heure, mais si la ville est engorgée, on ne peut pas livrer en 1 heure, en 2 heures, la contrainte reste la même. Est-ce qu'il y a des solutions sur lesquelles vous travaillez? Alors, c'est une solution, je comprends tout à fait votre question, il faut juste comprendre que le fait que le transporteur soit là ou pas là, c'est entre guillemets le département marketing du client qui s'occupe de ça. C'est à lui de faire la communication auprès de son client final comme quoi il va être livré. Là où moi je peux qu'être performant, c'est dire à mon client, votre colis il est prêt et il est OK. Moi, entre guillemets, ma prestation, elle s'arrête là. Là, il y a des entreprises comme Rémi ou autres qui viennent où on va interfacer pour leur faire entre guillemets, pour leur envoyer un message pour dire. Voilà, c'est le dernier kilomètre. Voilà. Là, sur un exemple très concret, on a maintenant des centres-villes où il y a des bornes qui bloquent l'accès à certains types de véhicules à partir de 11h et tout ça. Donc, c'est savoir aussi à la rue adapter la promesse. Sur un canapé qu'on va faire au départ de Habitat par exemple, on va pas savoir le livrer dans Bordeaux par exemple à tout moment de la journée, donc c'est savoir adapter la promesse et proposer les créneaux que quand c'est possible. Donc ça c'est des choses aussi d'afficher les promesses qui soient possible d'être tenues par rapport aux contraintes. Et voilà. Donc ça c'est intégré chez Colibweb. Ça c'est déjà intégré. C'est intégré c'est un exemple assez grossier, mais on peut aller bien plus loin parce que ces passages à la borne, on peut y arriver avec du transport doux, véhicule doux, donc électrique ou autre, et du coup c'est adapter la promesse si jamais on est en capacité d'avoir le transport, parce qu'on se résout à une obligation de moyens finalement, et du coup voilà, c'est d'adapter en temps réel cette promesse-là. Et c'est des choses qu'on continue de perfectionner parce qu'on n'est qu'au début encore de l'histoire là-dessus. Alors peut-être laisser la parole à notre expert sur l'expérience de Transitic System. Justement, là on a ici des technologies qui sont tout à fait exceptionnelles. Déjà, je vais remercier Frédéric parce que c'est vrai qu'on s'est eu au téléphone et il est tout aussi passionné au téléphone qu'en réalité, donc c'est toujours plaisant. Non, c'est superbe de voir en effet, je dirais, ces évolutions, je dirais. En introduction, on voit qu'il y a 2 mondes finalement qui se rencontrent. Il y a le monde de la logistique, fiabilité, flux, optimisation. Donc, je dirais quand même des mondes très contraints, en plus dans des temps courts. Et de l'autre, le monde, on va dire agile, parce que c'est le mot à la mode dans l'informatique. On parlait là, j'ai noté les mots flexible, dynamique, mais c'est typiquement finalement l'agilité. Et c'est vrai que ces 2 mondes-là aujourd'hui doivent coopérer. Et c'est pas simple parce que c'est des logiques assez différentes. Pour la même promesse, c'est-à-dire livrer en temps et en heure le client qu'il souhaite, où il veut, quand il veut, etc. Donc on voit en effet la difficulté. Et je pense que c'est le premier aspect, c'est ça. Et alors ce qui m'a vraiment beaucoup plu, je dirais, dans ce témoignage, c'est de voir aussi la mutation interne. On parlait d'organisation, on parle de scalable, mais je dirais aussi l'évolution des métiers. On parlait d'intégrateur qui devient aujourd'hui éditeur de logiciels. On voit que tout ça, en effet, en permanente, on parlait d'amélioration continue, c'est des mots forts. Je dirais, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'informatique, typiquement. Et donc aujourd'hui, on voit aussi que les logiques, entre guillemets, qui avant perduraient, on parlait de rigidité, doivent évoluer. Alors c'est pas simple, on le verra tout à l'heure dans la table ronde suivante,
c'est que ça a un impact énorme évidemment sur les collaborateurs, en plus sur des métiers qui sont déjà en tension. Donc on rajoute de la complexité et de la difficulté, mais en tout cas aujourd'hui c'est un vrai enjeu. Et c'est vrai que c'est, in fine, pour satisfaire un client de plus en plus exigeant, mais à quelque part, il y a aussi des énormes opportunités, on l'a vu avec Holyweb, et on parlait aussi de prédictif. Alors ça n'a peut-être pas été assez souligné, j'aurais vraiment aimé poser la question à Rémi, mais c'est vrai qu'on est... On peut, hein. Oui, d'ailleurs, on peut poser la question, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus, on parlait d'intelligence artificielle, c'est vraiment la grosse vague qui nous attend là dans les prochaines années, et c'est vrai que ce modèle prédictif, c'est-à-dire anticiper, on parlait de e-commerce où c'est très haché, entre guillemets, aussi bien en magasin, je dirais normalement vous avez des heures d'ouverture, il y a quand même une certaine constance. On sait bien que c'est très variable, évidemment des saisons, c'est très variable, évidemment des heures, mais globalement c'est assez facile quand même à anticiper. Alors dans l'e-commerce finalement, je suis assez surpris, mais par expérience j'ai vu qu'il y a quand même certaines constantes. Hein. Il ne faut pas dire que statistiquement il n'y a pas possibilité de prédire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus haché, et surtout c'est beaucoup plus rapide. On parlait de batch, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, un peu difficiles à anticiper. Et donc, c'est vrai que cette intelligence artificielle qui doit nous permettre d'arriver vers du prédictif, après, comment en effet on intègre tout ça, je dirais, dans des logiques pour que le transporteur, lui, il trouve son compte aussi, c'est une question que je pose à Rémi. Voilà. Et ça vous concerne tous les deux, évidemment, cette notion de prédictive. Comment on s'organise ça? Comment ça s'organise? Alors, elle est essentielle. Après, nous, aujourd'hui, on l'intègre très peu encore parce qu'il y a tellement de boulot qui permet de rendre optimale la chaîne sans ça, que on s'est focus d'abord sur ces solutions-là, mais en tout cas là on est en train de la tester parce qu'on s'aperçoit que dans 80% des flux, on sait à peu près sur une zone de 500 mètres, à peu près dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, on sait à peu près quand ça va tomber. Et donc du coup ça nous permet dans l'intégration de notre logiciel, cette intelligence artificielle, donc là c'est vraiment de la recherche pour l'instant, et de la recherche et développement, mais c'est de pouvoir anticiper et dire aux transporteurs, comme tu le disais très bien, hein, c'est d'anticiper et dire ce matin on va te garantir une fourchette de chiffre d'affaires si tu vas travailler de 10h à 13h dans tel secteur, et donc d'anticiper finalement et d'essayer de au mieux lisser l'activité transport pour que ça se fasse sans couture et que ça soit optimal en termes de coûts aussi. Donc ça c'est les choses, c'est l'étape suivante. C'est pour ça que on a énormément de choses encore à travailler et d'ambition sur ce sujet, mais c'est essentiel, et il y a 80% de nos flux aujourd'hui, on peut savoir à peu près où ils se situent, et donc il y a énormément à aller en tirer là-dessus, et donc tu fais bien de poser la question. Alors monsieur Weber, rapidement, parce qu'il faut qu'on avance sur la suite. Le doigt sur un point important, hein, parce qu'on mélange un peu prédictif et on mélange un peu intelligence artificielle et on mélange un peu tout ça. Ça fait effectivement assez high-tech, et moi aussi j'aimerais bien dire que mon logiciel, il fait de l'intelligence artificielle, mais il ne le fait pas encore. Donc ce qu'il faut bien dire, c'est que le côté prédictif, en bourse, on le fait depuis 25 ans. Hein, en fonction des ventes et des achats, effectivement, on va pouvoir déterminer une tendance. Sur base de cette tendance, c'est ce qu'on pourrait appeler du prédictif. Et puis à côté de ça, on a le côté BI, Business Intelligence. Ce sont toutes les données qu'on va récolter, sur lesquelles on va pouvoir faire des statistiques. Éventuellement, on pourra faire un peu de prédictibilité, mais ça reste purement statistique. Quand on travaille sur de l'intelligence artificielle, c'est un logiciel sur base de certains algorithmes qui est auto-apprenant. C'est-à-dire, je donne un exemple concret, vous traitez aujourd'hui un meuble au lieu d'un colis, eh bien le logiciel va pouvoir dire que pour traiter ce meuble, il va me falloir 10 minutes de plus, et il va le retenir. Question que la prochaine fois qu'on revient à ce meuble, il va tenir compte de ces 10 minutes directement d'emblée dans l'ensemble du processus logistique. C'est juste un exemple concret. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, oui, c'est tendance, on y va, on ne sait pas encore très bien comment, mais on sait qu'on doit y travailler dessus. Par contre, sur le côté prédictif et BI, je pense qu'on peut déjà atteindre de beaux résultats aujourd'hui. Si votre connectivité elle est correcte et elle est assez omnicanale, on peut déjà avoir de très très bons résultats. Voilà. Je reviendrai peut-être d'ici 5 ou 10 ans qu'on aura atteint l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui on n'y est pas encore. En tout cas, nous pas. Voilà. Alors, on pourrait continuer ces discussions évidemment pendant des heures. J'aimerais, mesdames et messieurs, qu'on salue évidemment nos intervenants.